Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier tous les participants à ce colloque, ainsi que tous ceux qui ont participé à l'organisation pour 2 journées qui, je crois, ont été vraiment réussies, et vraiment réussies dans l'esprit qui est celui que nous souhaitons développer à travers ces événements à l'Institut d'urbanisme, c'est-à-dire d'organiser des événements scientifiques, mais qui privilégient le dialogue entre les praticiens et les chercheurs. C'est un exercice que nous avons notamment entamé l'année dernière avec le colloque qui célébrait le 50e anniversaire de l'Institut d'urbanisme sur les infrastructures urbaines et leur capacité à s'adapter aux changements urbains à venir. Le stock d'infrastructures héritées est si difficile à manager justement face à ces nouveaux enjeux. Et donc un enjeu qui était en quelque sorte préalable au colloque que nous avons organisé ces jours-ci. Et nous avons voulu reproduire cette formule-là, c'est-à-dire de faire se rencontrer finalement des chercheurs qui cherchent à confronter leurs apports théoriques à des réalités de terrain, et puis des praticiens qui développent en fait une pratique réflexive sur leur propre action et qui ont besoin aussi de se confronter à ces échanges. Donc c'est toujours quelque chose qui est intéressant par l'hétérogénéité même et les différents plans qu'on aborde et qui, je pense, produisent une forme d'intelligence collective que nous voulons absolument promouvoir à l'Institut urbanisme, que nous pensons que c'est un peu notre rôle que de porter ce genre de démarche. Et je dirais un petit mot en conclusion sur ce que nous voudrions en faire peut-être dans le futur. Alors cette année, on s'est en plus donné un défi supplémentaire, c'est-à-dire de faire une synthèse du colloque en 30 minutes. Je dois avouer que l'exercice est quand même assez trapu parce que justement la richesse et la diversité des interventions font que, bon, je me lance. Je dirais, pour garder un petit peu d'ordre, en quelque sorte, dans toutes les idées qui me sont venues en vous écoutant ces 2 jours, je vais suivre un petit peu le déroulé du colloque et finalement commencer par ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire la question du cadrage théorique sur l'adaptation au changement climatique, la résilience et sur la vulnérabilité. Bruno, je ne pense pas que nous soyons posé tellement de questions lorsque nous avons fait ce titre à 4 termes, en tout cas beaucoup moins que tu t'en es posé, tout simplement parce que nous avions au départ un titre beaucoup plus long et que les nécessités de la communication nous ont obligés à ne garder que 4 mots. Donc je ne veux pas dire qu'on les a brassés un peu au hasard, mais en tout cas, il n'y avait peut-être pas tant que ça une portée théorique dans cet assemblage. C'est l'effet Twitter, en quelque sorte. Mais je veux bien prendre le pari d'essayer de m'appuyer là-dessus, sur la liaison entre vulnérabilité et territoire de l'autre côté, et puis ville et résilience. Mais auparavant, la table a été mise en arrivant, et à la fois on a parlé de 4 théories qui, j'allais dire, dans le même mouvement, on l'a fortement critiqué. Est-ce qu'il s'agissait là de concepts scientifiques, comme certains l'ont défendu, ou est-ce qu'il s'agissait là simplement de nouvelles doctrines, voire le mot n'a pas été prononcé, mais d'une nouvelle idéologie en quelque sorte, qui viendrait se surimposer. Donc on a eu le débat qui a été ouvert finalement dès hier matin. Puis je pense qu'on n'a pas eu le temps, je dirais, de développer cette confrontation qui était vive et intéressante. Mais la leçon que j'en ai tirée, c'est que en fait ça ressemble tout simplement à des idées. Ce sont des idées, résilience, vulnérabilité et d'une certaine manière adaptation au changement climatique qui participent probablement d'une nouvelle vision du monde collective que nous développons avec d'autres indices sur ce changement-là. Et qu'est-ce que c'est que ces termes? Ce sont ce que moi j'appelle des catégories de pensée et d'action. Et ça, ces catégories de pensée et d'action, on en a beaucoup dans le champ de l'action collective. La démonstration scientifique a été faite ce matin par Bruno, qui nous a présenté des tableaux, et c'est exactement ça, une catégorie de pensée et d'action, des tableaux qui nous montraient comment les notions se sont répandues comme une flamme, comme un feu de forêt dans l'opinion publique et dans la société civile, alors que la recherche est à la traîne. C'est ça les catégories de pensée et d'action. Au départ, il y a bien un contenu scientifique, mais la société s'en empare pour en faire un mot d'ordre, pour en faire une nouvelle façon de mobiliser, si vous voulez, du changement, pour se donner de nouveaux objectifs. Bon. Et donc c'est caractéristique, c'est chaque fois que c'est arrivé, par exemple avec développement durable, c'est ce qui s'est passé. Ce développement durable, c'est évidemment répandu comme une flèche dans la société civile mondiale, puis les chercheurs, ils couraient après pour essayer de théoriser un peu cette affaire-là.
espace public. Enfin bon, on a plein d'exemples, mixité ou mobilité durable. Enfin, on a plein d'exemples comme ça où ce sont des catégories de pensée et d'action. Alors, en fait, ces catégories de pensée et d'action, il faut faire avec. Et puis, il faut faire avec, notamment dans le domaine de l'urbanisme, parce qu'on va les rencontrer, et ça va être des moteurs de l'action, parce qu'il faut qu'on mobilise autour d'un certain nombre d'idées, à la fois avec de la rigueur, mais aussi de la souplesse. Et en fait, c'est ça qui rend les gens un petit peu insatisfaits, c'est qu'une catégorie de pensée et d'action, ça doit être à la fois assez rigoureux pour pouvoir être distinctif, de dire ça, c'est le cadre, donc il faut que ce soit assez rigoureux, mais il faut que ce soit assez flou, pour que ce soit mobilisateur. Et voilà, il faut que ce soit une carte de vulnérabilité assez précise, mais quand même, on va la flouter pour la montrer à Denis Coderre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, on a compris. Donc, on est sur un équilibre qui n'est pas facile, puis qui fait des mécontents, parce que les scientifiques ne sont pas très contents, parce qu'ils trouvent ça flou, c'est pas assez rigoureux, puis les gens qui sont du côté de l'action, parfois, ils trouvent que c'est beaucoup trop serré, cette affaire-là, et que c'est un peu trop positiviste, un peu trop scientiste. Bon, faut faire avec. Je pense que c'est comme ça c'est comme ça que c'est, tout simplement. À partir de là, qu'est-ce que ces catégories de pensée et d'action nous apportent? Eh bien, au fil du colloque, on avait des présupposés, puis je pense que ces présupposés, ils ont été pas mal critiqués. Je vais commencer par la question du changement climatique. Le changement climatique, apparemment, c'est quelque chose qui nous échappe, qui est planétaire. On peut pratiquement même plus agir dessus parce que ça y est, c'est parti, c'est les derniers siècles. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement surplombant. Ça tombe comme ça, et puis il faut s'en convaincre. Il faut convaincre les climato-sceptiques. Enfin, vous voyez, il y a tout ce discours très très mobilisateur autour de ça. Et au fond, voilà, d'une certaine manière, il faut arriver à arrimer ça à l'action locale et qu'on soit d'une certaine manière convaincu. Puis finalement, au fil des interventions, on s'est rendu compte que est-ce que ce changement climatique était véritablement le facteur de vulnérabilité le plus important qui allait advenir? Je trouvais très intéressant, par exemple, la présentation très simple du modèle que Valérie Mao a fait tourner sur Nantes, dans lequel, bon, c'est un modèle comme un autre, enfin, qui est intéressant à prendre pour sa leçon, dans lequel on se rend compte que finalement le facteur de risque, c'est pas tant le changement climatique, c'est la croissance urbaine. Et que, d'une certaine manière, le facteur climatique vient se surajouter à quelque chose qui est un changement beaucoup plus fondamental, finalement, dans nos sociétés, qui nous concerne plus directement, qui est l'urbanisation et le développement de l'urbanisation dans le monde. Donc, le premier facteur de risque, le premier facteur de vulnérabilité et, d'une certaine manière, qui nous permet de poser la question de la résilience, c'est parce que nous sommes dans un monde urbanisé. Et que cette question-là se pose fondamentalement. Elle se pose fondamentalement parce que cette urbanisation, oui, les hommes aiment le risque. Enfin, en tout cas, ils aiment l'eau. Et donc, ils aiment le risque qui va avec l'eau. Et ils aiment l'eau depuis toujours. Ils aiment l'eau de plein de façons différentes dans l'histoire, puis particulièrement aujourd'hui parce que ça propose toute une série de choses extrêmement variées, la proximité avec l'eau pour le développement urbain contemporain. Et d'une certaine manière, nous reposons une question qui a été posée à plein de stades de l'urbanisation. Donc, c'est une façon à la fois de dire, oui, le changement climatique, c'est un point important, mais au fond, qui s'inscrit quand même assez pleinement dans le développement de nos sociétés, notamment de nos sociétés urbaines. C'est pas tout à coup quelque chose de surplombant qui arrive. C'est dans le mouvement, j'allais dire, finalement, de notre évolution. D'autant que, finalement, on pouvait se poser la question aussi, au fil du colloque, du rapport qui existe entre l'injonction qui est faite à l'adaptation liée au changement climatique mais l'importance des effets que l'on attend, notamment dans les pays dans lesquels nous sommes et que nous avons convoqués. C'est quand même assez frappant de voir que le Québec et la France, qui étaient les deux pays les plus concernés, je dirais, par les discussions, sont classés dans les rankings du changement climatique qu'on commence à produire au niveau mondial, dans les tout derniers rangs des pays qui peuvent être affectés, c'est-à-dire dans lesquels les effets seront relativement modérés. Bien sûr, on nous a listé toute une série de catastrophes possibles, mais très clairement, à l'échelle planétaire, on est dans des pays dans lesquels l'effet est fondamentalement modéré, ce qui ne veut pas dire que localement, en Gaspésie ou à Lyon-sur-Mer, il n'y ait pas effectivement des zones particulièrement vulnérables, particulièrement sensibles. Et que d'une certaine manière, nous sommes aussi des pays qui, comme d'autres pays qui sont dans ce cas de figure, les États-Unis, d'autres pays européens qui sont à peu près dans la même situation, ont des capacités à agir beaucoup plus fortes que dans les pays en développement, et donc des capacités à produire de la résilience. Et que d'une certaine manière, on peut effectivement se demander si il n'y a pas un rapport
il y a un rapport qui peut s'instituer entre des effets modérés, une forte capacité à produire de la résilience, et d'une certaine manière, une capacité à induire du changement. C'est-à-dire, c'est parce que les effets sont peut-être modérés qu'on va pouvoir s'adapter au fond, et parce qu'on aura les moyens de le faire. Et d'une certaine manière, effectivement, il faut se poser la question du monde dans lequel on va, c'est-à-dire d'un monde de renforcement des inégalités spatiales, dans lequel on va assister peut-être à un renforcement. Peut-être ça, le véritable effet du changement climatique, c'est les écarts. Les écarts de développement, de soutenabilité du développement qui vont être absolument faramineuses à côté duquel le développement industriel, finalement, dont on a longtemps parlé que c'était ça le facteur d'inégalité de développement des pays anciennement industrialisés, des pays qui ne l'étaient pas encore, paraîtra comme très faible en termes d'éléments de divergence. Bon, je n'ai pas le temps de parler de ça, mais je pense que ça ouvre quand même une fenêtre quand même très importante. Le changement climatique, c'est aussi quelque part une transformation à l'intérieur du paradigme même de ce qu'on considère être comme les conditions de vie, finalement, d'une société urbaine occidentale. Il y a une dimension très occidentale de percevoir l'impact du changement climatique, on l'a dit aussi. J'étais très frappé de voir, dans le côté très occidentalo-centré, la revue Atlantic Monthly a sorti le mois dernier le classement des 50 plus grandes inventions depuis la roue. C'était fait par une série d'experts en histoire des sciences, etc. Alors bon, déjà, c'était extrêmement occidentalo-centré comme classement. Mais parmi les 50, il y en avait une qui était intéressante, c'est l'air conditionné. Pourquoi? Parce que l'air conditionné, et ça du coup c'est peut-être moins si occidental que ça, c'est ce qui a permis en fait le développement de l'économie, non seulement de la Sunbelt des États-Unis, Nouvelle-Orléans, mais aussi, je dirais, au Japon, en Malaisie, à Taïwan, en Chine, enfin, à peu près partout. L'air conditionné, c'est un peu la roue du développement urbain du XXe siècle, et notamment de la généralisation de l'urbanisation, parce que comment on peut faire des affaires sans air conditionné? C'était un peu ça le point qui était posé. Cet air conditionné, qu'est-ce que c'est? C'est un paradigme qu'on le retrouve dans le déneigement à Montréal, qui est le paradigme qui a été un certain nombre de fois analysé par les urbanistes, qui est celle du printemps éternel, l'éternel printemps de la ville, c'est-à-dire produire des conditions de performance urbaine qui maintiennent un état climatique, j'allais dire, extrêmement égal dans l'année. Donc on essaye de maintenir à 24 heures sur 24, 65 heures par jour. Et ce que le changement climatique et l'adaptation au changement climatique vient en fait heurter, c'est cette vision-là du développement urbain qui a atteint ses limites, d'une certaine manière. On a atteint les limites. L'air climatisé, désormais, ça produit de l'ICU, de l'îlot de chaleur urbaine. Et donc, nous sommes dans une sorte de retournement de ce paradigme. La seule question, c'est est-ce que nous sommes prêts non seulement à payer pour un risque dans 25 ans, comme disait Michel Max-Reynaud, mais à abandonner le confort de cet éternel printemps. Donc ça, c'était pour le changement climatique. La vulnérabilité, c'est, à mon avis, quelque chose qui, du point de vue de l'apport théorique de cette notion, me paraît extrêmement intéressante et en particulier intéressante pour les urbanistes. Pourquoi? Parce que c'est un changement à la fois méthodologique et conceptuel de la question du risque, de la gestion du risque et de l'intégration du risque dans les territoires. La vulnérabilité, pour le dire vite, c'est beaucoup plus territorialisé que les modèles de gestion du risque classiques. Moi, j'ai connu ça avant qu'on parle de vulnérabilité, puis il n'y avait pas de dialogue possible. Il n'y avait pas de dialogue possible. Bon, il n'y a toujours pas de dialogue possible, par exemple, avec l'État en France, en disant rien n'est négociable, et puis c'est la crue centenale. Mais avec des cartes de vulnérabilité, on peut commencer à ouvrir un peu la fenêtre d'opportunité, je ne sais pas, mais en tout cas, ça oblige le discours extrêmement normatif et déterritorialisé qui consiste à dire, voilà, il y a un seuil, voilà, à partir de quoi on se déclenche telle affaire, etc., à se dire, ah oui, peut-être que finalement, ce seuil, on peut essayer de se dire que là, finalement, il y a des facteurs économiques, sociaux, etc., qui font qu'on va travailler ce seuil. Bon, c'est ça un peu ce qui est prometteur dans la question de la vulnérabilité. Et pour nous, c'est comme une petite ouverture dans laquelle, en fait, les urbanistes devraient s'engouffrer, parce que qu'est-ce que c'est que l'urbanisme par rapport à ça? C'est effectivement territorialiser des idées générales. C'est-à-dire, c'est dire, c'est bien gentil ça, l'adaptation, c'est bien gentil ça, la vulnérabilité, mais enfin la question du risque, mais comment on intègre ça dans le développement de nos villes, hic et nunc, et à tel endroit, et dans des conditions territoriales, culturelles, sociales, etc., données. Donc, de ce point de vue-là, la vulnérabilité, évidemment, est intéressante, mais aussi comme elle introduit beaucoup de facteurs urbains ou de facteurs territoriaux, finalement, dans la construction du risque, on se rend compte que la vulnérabilité ne parle peut-être pas tant de l'impact, du risque
sur une société ou un espace donné, qu'en fait, des défauts de la capacité passée de cette ville, enfin, comment dire, que la vulnérabilité est finalement le produit des politiques qu'on a menées pour se mettre en dehors du danger dans le passé. Parce que c'est vrai, ça fait très longtemps que nous nous plaçons dans une situation à risque. Et puis nous avons aménagé. Nous avons aménagé par rapport à ça, nous avons créé des situations qui étaient une façon de se mettre hors risque par toute une série d'aménagements. Puis c'est aujourd'hui ce que nous dit finalement la vulnérabilité par rapport à du changement climatique, c'est que nous avons produit, en nous mettant en protection, de nouvelles vulnérabilités. Et ce que cela mesure surtout, c'est que, effectivement, cette vulnérabilité qu'on constate n'est que le produit de notre évolution et de nos choix. Donc il nous renvoie complètement aux politiques, finalement, et à cette affaire-là. Par exemple, l'exemple de l'eau me paraît extrêmement intéressant. Pourquoi on a construit des réseaux pour enterrer l'eau pluviale, pour enterrer l'eau d'assainissement, etc. Puis on a créé ces grands systèmes qui apparaissent aujourd'hui particulièrement vulnérables. Pourquoi on l'a fait? Pour se protéger d'un risque fondamental qui était un risque sanitaire. Et pour se protéger d'un risque sanitaire qui était interprété dans une forme de science qui, en plus, nous paraît aujourd'hui complètement hors de propos, une science du XVIIIe siècle, qui était la théorie miasmatique. Parce que si on a enterré cette eau pluviale, c'était pas parce qu'elle transportait des microbes, c'était avant Pasteur qu'on a imaginé ça. C'était parce que l'humidité générait des miasmes et que ces miasmes-là, c'est eux qui transportaient le choléra. Donc, on a imperméabilisé fondamentalement la ville pour séparer l'humide du sec. Et tout notre modèle d'urbanisation occidentale qu'ensuite on a apporté à travers les modèles coloniaux est fondé sur cette imperméabilisation qui était comment on imaginait se protéger face à un risque évidemment assez grave quand même, qui étaient les grandes épidémies mortelles. Bon. Et puis, en plus, après, c'est génial, parce qu'en imperméabilisant les rues, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'on pouvait rouler dessus plus vite, en plus. Donc, en plus, ça a apporté une solution à la congestion. Donc, c'est un formidable modèle sociotechnique que nous avons mis en place. Et puis, aujourd'hui, on dit, oh non, mais attendez, il faut enlever cet asphalte partout, il faut mettre de l'herbe, poussons de l'herbe, et puis, il faut verdir absolument toutes ces affaires-là. OK, mais, oui. Pourquoi on a imperméabilisé? Pour se protéger d'un risque. Et là, on s'est créé une nouvelle vulnérabilité. C'est ça, quand même, qu'on doit arriver à comprendre comme fonctionnement, parce qu'autrement, on ne comprend pas pourquoi on vient nous faire des injonctions à s'adapter à des risques, comme si c'était quelque chose qui venait, comme si on n'avait pas prévu. Non, encore une fois, c'est le résultat de notre évolution. Quant à la résilience, je vous avouerai que je reste encore assez perplexe. Je reste assez perplexe. Donc, vous aurez compris que vulnérabilité, pour moi, ça apporte cette dimension territoriale dans, j'allais dire, une vision qui était généralement déterritorialisée. Par contre, résilience, ça apporte quelque chose qui est très intéressant, mais parfois décevant, c'est la pensée systémique. C'est une énième tentative de penser la ville comme un système. Bon. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la ville est extrêmement complexe et que la pensée systémique est à peu près ce qui est la meilleure façon que nous avons trouvée jusqu'à présent d'essayer d'approcher la complexité. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que du point de vue théorique, c'est très intéressant, ces travaux sur la résilience, notamment lorsqu'on fait, comme le propose Damien, de la résilience non pas en s'intéressant aux états, mais aux processus, en faisant du multiscalaire, donc en mettant tellement de choses dans la résilience que je me demande dans quelle mesure c'en est encore, un peu comme ce que fait Bruno aussi ce matin, en faisant tellement de types de résilience pour que ce soit plus intelligent, que finalement on se demande si on a encore besoin du terme et que si on n'est pas sur des champs d'action collective tout simplement, ou sur des questions finalement géographiques, le multiscalaire qu'on connaît bien. Mais néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans cette affaire-là. Le problème, c'est que cette pensée systémique n'arrive pas encore, finalement elle est frustrante du point de vue d'une pensée scientifique dure, qui voudrait qu'effectivement, à partir de là, on puisse considérer qu'on puisse imaginer qu'il y ait des endroits, des régulations qu'on puisse mettre en place et que ces régulations puissent donner des effets sur le système urbain. Et ça, on n'y arrive toujours pas. On n'arrive toujours pas. Le réductionnisme que produit forcément la pensée systémique par rapport à la complexité n'arrive pas à produire notamment des phénomènes de prédictivité, donc des modélisations. C'est ce que nous disait Benoît Robert hier, qui disait le problème de la résilience, c'est qu'on sait que la ville est résiliente une fois qu'il y a eu la catastrophe, mais tant qu'il n'y a pas eu, on ne sait pas. Donc, de ce point de vue-là, il y a une question qui se pose sur la question de la dimension prédictive, qui est évidemment fondamentale, parce que c'est ça qui est important, c'est la capacité que l'on peut avoir à effectivement produire de l'anticipation
à partir de ces outils-là, de ces outils théoriques et modélisateurs, pour justement répondre à des questions qui sont celles d'adaptation. Anticipation et adaptation vont véritablement ensemble. Alors, deuxième, excusez-moi, je suis sans doute très long, je vais être un peu plus rapide. Je vais passer rapidement, mais quand même, j'ai relevé 2-3 éléments sur la deuxième étape, qui était moins l'étape théorique, toujours un petit peu longue, parce qu'on est quand même face à des notions complexes, qui est l'étape des outils. On a beaucoup parlé des outils, hier et encore ce matin aussi. Pour aller très très vite, ce qui me paraît vraiment intéressant, notamment pour l'urbanisme, c'est, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est qu'avec l'analyse de la vulnérabilité, on se sert d'un outil qui est la carte. Évidemment, la carte, ça parle aux urbanistes tout de suite. C'est c'est au cœur, je dirais, du cœur du métier, quoi. C'est le cœur de métier. Donc du coup, voilà qu'on arrive à produire des cartes. Puis j'ai bien vu, il y a un certain enthousiasme des gens qui sont dans les villes, qui produisent ces plans d'adaptation avec les analyses de vulnérabilité, parce qu'effectivement, tout à coup, on a quelque chose qui permet de traduire dans le langage de l'urbaniste. Avec ses limites, j'ai parlé du zonage dans les questions que j'ai posées, c'est-à-dire parfois, mais on voit bien que les nouveaux outils de cartographie permettent des choses vraiment très, très intéressantes. Le problème, c'est comme toujours avec la carte, c'est les effets de vérité que ça produit. La carte n'est qu'une représentation, c'est une représentation avec des choix d'indicateurs et puis des choix de couleurs, et ça produit des effets de vérité. Et ces effets de vérité, c'est ceux qu'on ne voudrait pas communiquer aux assurances parce qu'on aurait trop peur. Mais on voit bien que c'est tout le problème, je dirais. Mais ça, bon, c'est quelque chose qu'on sait faire avec en urbanisme, donc ça nous inquiète pas trop cette affaire-là. L'autre chose qui est intéressante, j'ai trouvé dans les outils, c'est que au-delà de la carte, il y a vraiment cette préoccupation. Après, il faut voir quelle est l'application, de développer à partir de ces outils d'analyse de la vulnérabilité des véritables instruments participatifs. C'est-à-dire de se dire, les indicateurs, on va aussi les faire choisir, on va en fait en faire un outil qui de certaine manière va permettre de choisir sa vulnérabilité. Enfin, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des choix de vulnérabilité à mettre. Il y a différents types de vulnérabilités possibles. Et donc, comment finalement hiérarchiser les facteurs. Et donc, on se rapproche de quelque chose qui est de l'aide à la décision un peu plus intelligente que ce qu'on pouvait faire avant, dans lequel on appuyait sur le bouton, le modèle disait, voilà, ça va donner ça à la prédiction, et vous n'avez plus qu'à faire avec. Là, il y a effectivement une capacité d'engagement collectif dans la production d'une analyse et finalement d'un diagnostic partagé. Et c'est fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action collective, donc l'urbanisme urbaine, sans diagnostic partagé. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Et puis, le dernier élément, c'est que on a aussi beaucoup insisté sur la question du pilotage. Et là aussi, c'est un point très important, parce que l'action collective est une action, l'action collective urbaine est multi-acteur, qu'il n'y a pas un seul acteur collectif, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Et donc, on est dans de la coordination d'acteurs, et plus encore à l'échelle métropolitaine, on le sait bien. Donc, du coup, le pilotage, la coordination et le pilotage, là aussi, Benoît Robert a beaucoup insisté sur les instruments de cohérence. Les termes de la cohérence, du pilotage et du pilotage de la cohérence sont absolument fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qui parle aussi très clairement au monde de l'urbanisme. Donc, j'allais dire, c'est tout positif finalement. Enfin, moi, j'étais très content de tout ça. Bon. Alors, ce matin, on nous a mis en garde. C'est vrai que il y a un certain réductionnisme, comme toujours, avec ce type d'approche-là, que effectivement, ça peut produire un certain des micro-solutions. C'était là encore Bruno qui nous a alerté là-dessus en disant à micro-vulnérabilité, micro-solution, et donc une logique, je dirais, un peu sectorielle qui va se mettre en place, pas de vision qui n'interpelle pas l'urbanisme un peu comme un projet urbain un peu plus global. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un problème, mais j'en vois d'autres, malgré tout. J'en vois d'autres, et notamment dès qu'on arrive vraiment, non pas dans ces nouveaux outils qu'on pourrait recevoir dans le monde de l'urbanisme, mais les vrais outils de l'urbanisme, comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter, eux aussi, à la prise en compte de la vulnérabilité et de cette résilience. Si on passe en revue ces outils, on voit bien qu'on a quand même un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est la question de l'urbanisme réglementaire. On voit bien que agir au niveau de la parcelle, c'est important, donc il faudrait pouvoir intégrer des conditions d'adaptation ou des éléments d'adaptation, le verdissement de la parcelle, les toits verts, etc., dans les règlements d'urbanisme, les règlements constructifs. Le problème, c'est qu'on lui demande beaucoup au règlement d'urbanisme. On lui demande sans arrêt d'intégrer. Et donc, il étouffe sous les couches. On lui demande d'intégrer
des conditions qui permettent de faire de la mobilité durable. On lui demande d'intégrer des considérations patrimoniales, des considérations paysagères, des considérations d'autres types, d'autres dimensions du développement durable, et qu'à un moment donné, ça devient complètement illisible. C'est un outil qui ne permet plus, en fait, de produire la ville. Et on provoque une réaction violente, et puis on dit on va déréglementer tout ça. Hop, allez, voilà, c'est une rhétorique. En France, c'était Sarkozy qui l'a beaucoup employé, mais en fait, c'est une rhétorique qui est à peu près universelle. À un moment donné, on dit toujours, on va déréglementer l'urbanisme, on va simplifier ça, on va rendre ça clair, on va permettre la construction. Donc, on est, bon, rajouter, si vous voulez, de l'adaptation dans le règlement d'urbanisme, c'est un souci parce qu'on ne sait pas vraiment intégrer sans rajouter des couches. Actuellement, on ne sait pas très bien faire. Donc là, on a un problème qui n'est pas nouveau, mais qui est un petit peu réactualisé. Il y a évidemment la possibilité de dire on va partir d'un modèle de ville idéale où tout serait intégré, donc du type écoquartier, on va dire en quelque sorte, ou même, je dirais, ville idéalisée. Mais bien souvent, ce sont des propositions qui sont extrêmement très intégrées, mais très réductrices en fait, et dans lequel la complexité du réel de la construction d'un projet urbain. Donc c'est des projets urbains très très bien dessinés, mais quand on arrive à leur réalisation, ça embarque pas, et finalement, le problème de ces projets, je sais pas, c'était un petit peu le commentaire qui était fait sur le projet en région parisienne, c'est un projet extrêmement intelligent, sauf qu'il n'était pas assez robuste pour pouvoir faire embarquer les investisseurs, les promoteurs immobiliers, etc. Donc c'est ça un peu l'affaire. L'outil projet urbain, il peut être intéressant, mais sa sophistication, parfois, empêche tout simplement d'être performant. Donc, là aussi, on a encore un problème. Puis il y en a un troisième problème, excusez-moi, voilà, j'alterne. La question de la planification, on voit bien que la question de la planification du risque, elle est encore assez compliquée, inefficace alors qu'autoritaire. Enfin bon, la démonstration a été faite sur la construction de logements en zone couverte par un plan de risque d'inondation. On pouvait encore se dire, il y a quelques heures, en France au moins, on a la culture du risque, et puis on sait faire de la planification d'État, et puis c'est au Québec, on n'en fait pas on fait pas de plan d'exposition au risque de ce type-là. Mais comme c'est inefficace, finalement, est-ce qu'on en a besoin? Mais on peut pas se passer de planification en tant qu'urbaniste, là aussi c'est au cœur du métier. Alors, comment on fait de la planification stratégique partagée, ce qui est un peu nos mots d'ordre, un peu en continu, en intégrant la question du risque, qui a un côté avec ses effets de seuil, ses dimensions un peu autoritaires, ses difficultés à déléguer la gestion du risque au niveau local. Bon. Donc, moi, il me semble qu'il y a au moins deux apports en ce moment qui sont intéressants. D'une part, il y a une vraie question qui est posée, et je pense qu'on va avancer là-dessus avec ces approches autour de la vulnérabilité. C'est notamment la question de construire une communauté de connaissances. On l'a entendu hier, problème de données, comment avoir accès aux données, comment les centraliser, comment les traduire d'un document à l'autre. Donc, créer une communauté de connaissances pour les intervenants de l'urbanisme, de l'aménagement, de la sécurité civile, de tous ces domaines-là, et aussi une communauté de connaissances qui puisse servir de référentiel aux acteurs, aux décideurs, aux politiques. C'est-à-dire qu'on soit en capacité de produire, et c'est vrai que du coup l'université et l'Institut urbanisme est confronté à cette exigence, comment participer à la production d'une communauté de connaissances, d'un référentiel commun pour les acteurs. Ça me paraît un point sur lequel on peut probablement avancer aujourd'hui et qui est absolument essentiel. Et ça a été beaucoup évoqué, notamment à travers les expériences de plans d'adaptation, dont on voit bien que pour être séducteur, pour séduire, il faut que justement ils produisent une communauté de connaissances. Et c'est pas très loin de la résilience cognitive dont parlait Bruno Barocca ce matin. Puis l'autre voie intéressante, c'est quand même l'expérimentation. Je crois qu'on est vraiment dans des domaines dans lesquels l'expérimentation, c'est quand même une voie assez fondamentale. Il faut permettre aux collectivités locales d'expérimenter. Donc, d'une certaine manière, oui, de déréguler, mais pour mieux réguler. Bon, voilà. J'ai pas le temps de développer davantage. Je vais en venir, je saute sur pas mal de points, je vais en venir à la question de la gouvernance, par laquelle on a conclu. Sur la question de la gouvernance, là aussi on se retrouve face à, quelque part au départ, une sorte d'injonction surplombante. Il y a un changement climatique, il faut s'adapter, puis le niveau le plus efficace, c'est le niveau local, alors agissez. C'est un peu comme ça, c'est cette sorte de grand paradigme. Alors là, c'est même plus une catégorie de pensée et d'action, c'est une sorte de grande idée floue et générale sur pensée globale, agir local. L'agir local est plus efficace. Bon. Et donc, du coup, c'est au niveau local que se trouve à la fois le problème et la solution. C'est le problème parce que la ville, notamment, concentre des populations, donc des vulnérabilités. Puis en même temps, c'est la solution parce que, justement, c'est au niveau local qu'on va pouvoir être plus efficace pour agir. Mais cette solution, en fait, est un problème. Pourquoi? Parce que la ville est ingouvernable, qu'il y a notamment
dès qu'on arrive dans la grande ville, c'est complètement éparpillé, fragmenté, il y a plein de collectivités locales différentes, plein de niveaux, plein d'échelles, et donc, cette solution que je croyais une solution, finalement, c'est un nouveau problème. Et je dirais que dans la pensée, notamment au niveau des ministères, des États, enfin bon, qui souhaitent finalement, parce qu'eux-mêmes n'ont plus de capacité de manœuvre, ils n'ont plus de marge de manœuvre, renvoyer cette question-là au niveau local, sans forcément mettre les moyens qui vont avec, ni l'expertise. Bon, ça, voilà, on en a beaucoup parlé. Cette injonction-là, qui est un peu une double injonction, c'est-à-dire, il faut à la fois que vous puissiez agir, puis en même temps, on sait que vous savez pas comment faire. Voilà, c'est un petit peu ça, et parfois, je peux comprendre que ce soit assez dur à vivre. En même temps, je pense que effectivement, le local, c'est pas plus simple. C'est pas parce que c'est local que c'est simple. La réalité locale, elle est complexe, et c'est là où, d'une certaine manière, il faut pouvoir imaginer qu'un certain nombre de déplacements, effectivement, de la pensée doivent se faire. D'une part, il faut distinguer la question de la souveraineté et la question de la gestion du risque. Si la question du risque est une question régalienne, elle doit rester au niveau des États. Si effectivement ce n'est plus une question régalienne, alors dans ce cas-là, que les États, notamment dans le cas français, arrêtent de vouloir absolument imposer, de garder ça dans ses fonctions régaliennes. Évidemment, derrière le risque, il y a la question de la vie et de la mort. Et donc, quelque part, il y a bien cette dimension régalienne qui est présente. Mais il y a quand même, à mon avis, encore de la démarche à faire pour simplement accepter de responsabiliser le niveau local, en acceptant sa propre complexité et en le responsabilisant, en le mettant face à ses responsabilités. Ça suppose, du coup, une décentralisation qui n'est pas effective au Québec, par exemple, et qui n'est pas tant que ça en France non plus, qui pourtant est le paradis de la décentralisation. Décentralisation est mise en responsabilité, mais une vraie décentralisation dans ce cas. Alors, pour finir, parce que je suis beaucoup trop long, j'allais juste relever quelques questions qui me semblent intéressantes à aborder dans la suite. Il ne faut pas se laisser effectivement trop emporter par la notion du changement, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ce changement, c'est un changement qui apparaît comme toujours nouveau, alors qu'en fait, bien souvent, il ne fait que réactualiser des problématiques plus anciennes, le mettre simplement de l'actualiser dans une société contemporaine. Il faut bien penser que le cadre qui existe, les frontières communales, les frontières d'État, par exemple, ou en tout cas les routines, c'est un cadre qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que vouloir tout changer d'un coup, parce qu'il y aurait une injonction au changement qui s'imposerait à nous, non seulement n'est pas vraiment réaliste, mais n'est pas vraiment une façon de pouvoir produire une action efficace. Donc toute la question, c'est comment faire de l'implémentation. Comment on fait de l'implémentation et comment finalement on produit du compromis. J'ai parlé de négociation, maintenant je parle de compromis. L'urbanisme, c'est l'art du possible, et finalement l'art du compromis. Et donc il y a là, dedans, des savoir-faire qui sont peut-être à mobiliser, qui ne sont pas encore, des gens qui savent produire du compromis, qui ne sont pas encore embarqués, je dirais, dans cette transformation de l'action collective. Autre élément, c'est il y a un petit élément pervers dans la question du changement climatique et de l'adaptation, c'est que le discours officiel et scientifique, on sait dire, c'est sûr, le changement va arriver, et d'une certaine manière indique la nature du changement. C'est-à-dire que on repasse dans une vision prédictive. Alors que nous étions habitués depuis, on va dire, les années 60 et l'échec des grandes prévisions démographiques et économiques, à vivre plutôt dans un futur incertain. Et donc, à avoir une logique d'anticipation d'un futur incertain qui supposait plus de participation, plus de savoir hybride et de ne pas s'en remettre à la parole de l'expert. Quelquefois, on a l'impression qu'avec le discours du GIEC, on a à nouveau un discours un peu scientiste, qui cherche absolument à convaincre, et il a sans doute raison de chercher à convaincre, mais qui du coup produit comme une sorte de vérité révélée en disant voilà, nous allons en arriver là, voilà l'objectif, nous savons exactement où on va aller, voilà le chemin qu'il vous reste à suivre. Sauf que c'est pas ça. Il va y avoir du changement, on ne sait pas lequel, c'est ça le vrai message. Donc nous sommes face à une situation de futur incertain, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que nous avons justement, dans la notion peut-être de résilience, la capacité d'anticiper ces futurs incertains. C'est dans cette situation-là que nous devons nous mettre donc d'agir en situation de futur incertain, et donc de se donner des capacités qui consistent à négocier entre finalement notre génération actuelle et les générations futures un certain niveau de développement. Les générations futures, ça pose un problème, c'est qu'elles ne sont pas là pour parler dans le débat démocratique, mais voilà, c'est un peu une des exigences. Et par rapport à la question de la résilience, finalement,
tant qu'à prendre une catégorie de pensée et d'action, je vais conclure là-dessus, j'en préférerais une peut-être un peu plus générale, qui est, il se trouve que je la défends beaucoup personnellement, c'est la notion de réversibilité. Ce qui me gêne un tout petit peu dans la notion de résilience, c'est que finalement, il reste malgré tout cette idée que on part d'un état, on passe par une situation, puis on revient à un état. Il y a cette dimension relativement d'horizon qu'on cherche forcément à un moment donné à identifier. Quel est l'état que l'on va atteindre? La notion de réversibilité ne se dit pas quel est l'état que l'on va atteindre, c'est se dire je vais tout simplement, je ne sais pas quel est cet état que je vais atteindre, mais je vais me créer un développement qui n'empêche pas les générations futures d'avoir leur propre développement. D'une certaine manière, cette notion de réversibilité peut-être permet cette mise en conciliation des objectifs du développement durable et de la résilience, dont on a dit qu'ils pouvaient être contradictoires. Le développement durable, le premier finalement mot d'ordre du développement durable, c'est d'avoir un développement qui n'obère pas les générations futures, d'en avoir un. N'obère pas les capacités des générations futures à avoir leur propre développement. La réversibilité, c'est ça, c'est-à-dire nous ne savons pas quel va être l'état futur de nos sociétés face notamment au changement climatique, mais nous pouvons agir pour faire une forme d'urbanisme flexible, pour le dire très rapidement, réversible, une capacité à laisser de la place à des évolutions imprévues dans nos manières d'aménager. Et ça, c'est assez compatible avec beaucoup de dispositifs techniques qui sont mis en place, en fait, notamment sur la prise en compte de l'eau, etc., ou par rapport à la question climatique. Et donc de se donner finalement, tout simplement comme horizon, de ne pas créer trop d'irréversibilité pour ceux qui viendront ensuite. Je vous remercie beaucoup de votre attention.